Le point. Durant toutes mes journées, je contemplais avec fascination, au nord et à l'ouest, les confins éblouissants du désert et leurs lignes raides et frémissantes de lumière, comme une abstraite sommation, conscient que leur beauté était empoisonnée par la menace qui se cachait derrière, mais sans en mesurer tout l'abîme. D'ailleurs, cette menace faisait rire les soldats. Leur confiance était totale et je me demandais dans quoi ils la mettaient. Si c'était dans leurs armes et dans leurs chars, dans l'inconsistance de ces ennemis incernables, ou, c'était le plus probable, dans la personnalité de leur chef. Lorsque, le matin, les troufions que j'eus le temps de connaître parfaitement frappaient à la porte branlante et mal fermée, et entraient bruyamment sans attendre ma réponse avec des galons d'eau pour ma toilette, ils avaient et eurent jusqu'au bout l'air totalement insouciants, presque légers, dans leurs uniformes délavés, avec leurs bottes délacées et leurs crânes rasés. Ces horizons et ce qu'ils recelaient, c'est un jeune capitaine qui me les avait indiqués, décrits et expliqués, debout avec moi sur la terrasse, le jour de mon arrivée. Avant de partir pour cette absurde affaire, j'avais longuement examiné des cartes et ouvert 100 fois Google Earth. Ce qui fait que, pendant tout le trajet depuis Bagdad, je me remémorais avec assez de justesse le relief et la succession des principales villes où l'on passait. Salem Abdallah, qui était venu m'attendre à l'aéroport et que j'interrogeais parfois, tandis que nous roulions vers le nord, pour avoir confirmation de ce que je déduisais, avait fini par se tourner et par me demander, d'un air admiratif et feignant la suspicion, si je connaissais déjà l'Irak. En dépassant Mossoul et en passant au large de Dul Sharukin, je crus apercevoir le tel de l'antique Khorsabad. En arrivant à destination et en attendant d'être présenté au général Radban, ce qui évidemment n'arriva pas tout de suite, j'avais posé quelques questions à ces officiers qui me recevaient et me faisaient la causette dans la grande salle du rez-de-chaussée. Avec le jeune capitaine, j'étais sorti ensuite pour la première fois sur la terrasse du premier étage, et j'avais découvert le spectacle des montagnes et du désert. C'est de lui que j'entendis les premières explications sur ce que cachait chaque point de l'horizon, les montagnes de l'Est derrière lesquelles se trouvaient les forces kurdes, et l'horizon étal au nord et à l'ouest, au-delà duquel commençaient les zones tenues par ce que l'on n'appelait pas encore l'État islamique. Bonjour Sharif Majdalani, et Bonjour Valérie. merci beaucoup pour cette lecture extraite de votre nouveau roman qui est retenu dans la sélection du prix Femina 2021. Dernière oasis apparue chez Actes Sud, et c'est une vraie enquête géopolitique avec un suspense digne d'un polar qui se déroule en Irak sur fond de pillage du patrimoine artistique en temps de guerre. Mais c'est aussi un roman qui est une réflexion profonde sur l'histoire et le pouvoir des hommes, sur leur destin collectif, et dont la justesse résonne très fortement avec notre désarroi planétaire. Ce n'est pas seulement un plaisir de vous avoir dans ce studio du Point à Paris, où vous arrivez depuis le Liban. Vous y êtes né en 1960, vous vivez, vous écrivez et vous enseignez à Beyrouth, chef du département des lettres françaises de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université Saint-Joseph, où vous n'allez pas souvent en ces temps de confinement et vos étudiants non plus, les pauvres. Vous êtes l'auteur de 7 romans publiés jusqu'ici aux éditions du Seuil, depuis l'histoire de la Grande Maison en 2005. Et ce plaisir, il est doublé de la chance que nous avons par vous d'être reliés à votre pays si douloureusement touché ces derniers temps, par cette explosion notamment du 4 août 2020 dont les conséquences sont encore si manifestes aujourd'hui. Alors ce 23 septembre, où nous nous retrouvons ici à Paris, le Premier ministre du Liban récemment nommé est justement en visite auprès d'Emmanuel Macron, et le juge courageux qui enquête sur cette explosion, sur les responsables de cette explosion, est en danger. Alors, ne vous inquiétez pas, on ne va pas faire un entretien politique, mais votre nouveau roman est si imprégné du chaos de l'histoire, il remet tellement en question les politiques que je ne pense pas être tout à fait hors sujet littéraire. Et d'autant que le conteur et le romancier que vous êtes avez fait un pas de côté l'an dernier vers le récit, puisque vous avez publié un journal absolument magnifique face à la tragédie de cette explosion et le chaos libanais, Beyrouth 2020, journal d'un effondrement, qui a d'ailleurs reçu le prix spécial du jury du Femina. Alors d'abord, Sharif Majdalani, pourriez-vous nous dire un peu comment va ou ne va pas le Liban aujourd'hui ? Hélas, il ne va pas bien. Il va toujours, mais il ne va pas très bien.
On est dans une situation de chaos généralisé dont on ne voit pas le bout, et c'est surtout ça qui est le plus dur, parce que finalement, dans des pays où le désordre s'installe, on sait qu'à un moment donné, il y a des solutions. Le plus dur dans ce pays, c'est qu'on ne voit pas trop les solutions. Et ça, évidemment, c'est très difficile. Bon, tout est difficile au jour le jour, mais le plus difficile, c'est le côté psychologique. On a subi beaucoup d'avanies, beaucoup de choses très pénibles, parmi lesquelles l'explosion, mais pas seulement. Au jour le jour, les gens perdent leur argent, sont dans un état de désarroi. Et tout cela fait que psychologiquement, la situation est extrêmement difficile. Ce qui aboutit notamment, à part l'effondrement, la misère croissante, à l'émigration d'un nombre considérable de gens, souvent parmi les plus compétents. Et ça, c'est extrêmement difficile à voir tous les jours. Et c'est ce qui fait que quand on pense à ce pays, on se demande comment un jour il s'en remettra. Et la nomination récente de ce Premier ministre n'est en aucune façon rassurante. Non, non, c'est n'importe, enfin non, n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. Ça a eu lieu et c'est bien parce que quand même il y a quelque chose qui s'est passé. Mais quand même, quand on pense que pendant un an après l'explosion du port, ces gens-là ont dû mettre un an pour se mettre d'accord pour un Premier ministre. Ça prouve qu'ils sont encore dans des calculs politiques miteux, ceux auxquels ils nous ont habitués pendant 30 ans, se souciant, mais absolument ne se souciant nullement du pays et de son sort. Et si au bout d'un an, il y a un gouvernement, c'est qu'ils ont réussi à s'entendre. C'est l'oligarchie politique, ces gens qui nous gouvernent depuis 30 ans et qui ont amené le pays à ce désastre. Ils se sont entendus entre eux, ils ont formé un gouvernement pour eux. Je ne vois vraiment pas ce que ce gouvernement pourra faire, puisqu'il a été nommé par ceux qui sont responsables de la crise. Alors j'ai une petite curiosité sur ce roman Dernière Oasis, qui d'une certaine manière interroge votre création littéraire. Est-ce que c'est celui que vous étiez en train d'écrire et que le journal d'un effondrement que vous avez eu besoin d'écrire, c'était celui-là que vous avez interrompu? Je l'avais fini, en fait. Je l'avais fini. Et j'hésitais sur sa publication pour des raisons... J'avais des scrupules, mais complètement injustifiés, en fait, sur la capacité... Enfin, la capacité, je l'avais, la possibilité de publier de la fiction alors qu'on était dans une situation d'effondrement. Donc, je m'interrogeais sur le rôle possible de la fiction encore dans des situations de grosses crises. Mais comme je l'avais fini, et en attendant de me décider, et donc de décider si oui ou non la fiction était encore possible, je me suis mis à écrire ce journal. Parce que je sentais qu'à ce moment-là, la fiction n'étant peut-être plus, mais aujourd'hui j'ai changé d'avis, n'étant plus absolument ce qu'il fallait, en revanche, d'écrire la réalité telle qu'elle se vivait au jour le jour, sous la forme d'un journal, m'avait paru quelque chose à faire. Et donc j'avais commencé à écrire ce journal lorsque l'explosion du port de Beyrouth a eu lieu. D'accord. Alors donc, dans Dernière Oasis, je vais quand même raconter un petit peu de quoi il retourne. C'est l'aventure qui arrive à ce narrateur, qui est un expert en art, et qui hésite, mais qui finalement accepte une mission un peu spéciale, expertiser un trésor en Irak, un ensemble de morceaux d'une frise assyrienne et des têtes sculptées, provenant de l'antique Khorsabad, rescapé de l'expédition française de Victor Place, qui a ramené le reste au Louvre. Donc c'est ça que va découvrir votre personnage. Alors qui est ce commanditaire? Qui a fait appel à lui? À qui appartient le trésor? Est-il le fruit d'un de ces pillages caractéristiques de ces temps de guerre? Dans ce désert du nord de l'Irak, dans ce décor complètement hors du temps, le personnage vit 2 mois sur cette plantation. Il est amené à connaître, quand je dis amené à connaître, c'est qu'il va falloir un certain temps avant que justement il rencontre le général Rabdan, qui appartenait à l'armée de Saddam Hussein et qui est le fils du chef de la tribu des Chammars et qui est donc par son père, dit-il, en possession de cet ensemble, et qui veut négocier ce trésor. Mais négocier avec qui? Dans quel but? Et quelle est donc la relation du général à l'État islamique qui est en train de conquérir le pays? Bon, je ne dis rien de l'attirance de votre personnage pour la fille du général. Je ne dis rien non plus de son idylle avec la belle Chirine, mais on sait que dans vos livres, il est toujours question de femmes, de séduction, d'amour, et celui-là n'en est pas exempt. Alors ce narrateur, spécialiste de l'Antiquité orientale et qui est un Libanais, vous le présentez comme un Arsène Lupin un peu snob de la vente d'antiquités. Et d'ailleurs, la fille du général lui trouve une tête de poète, ou du moins d'écrivain. Et justement, il dit qu'il va raconter l'histoire. Donc la question, c'est quel est ce livre que l'on a entre les mains? Est-ce que c'est un journal, un roman, un récit que fait ce narrateur, ou est-ce que c'est vous, en tant qu'écrivain, qui nous dites
qui nous dites qu'il est en train de faire cela. Enfin, ce serait tout à la fois. J'aimerais bien qu'on prenne ça effectivement pour le journal d'un homme qui a existé. Et peut-être qu'après tout, à un moment donné, je suis en train de penser à écrire quelque chose que je mettrai en lien avec ce livre pour rendre le personnage du narrateur plus réel, plus vraisemblable. Et ça donnerait l'impression qu'il a écrit ce journal. Alors évidemment, d'autant plus que ce journal finit avec le confinement. Et donc effectivement, tout ça donne l'impression d'une vraisemblance et d'une réalité. Alors, en réalité, justement, puisqu'on parle de réalité, c'est une invention, c'est un personnage qui, selon une vieille tradition littéraire, raconte son histoire, mais c'est en fait un roman dont il est le narrateur et le personnage principal, alors que l'auteur, c'est moi. Mais en même temps, évidemment, il y a énormément de choses de moi, à tel point que d'ailleurs, les dernières pages sur la terrasse de ce personnage, c'est ma propre terrasse dont j'ai parlé dans le livre précédent. Mmh. Donc il y a toujours ces mélanges dans la fiction et la réalité, entre le personnage et celui qui en parle, celui qui l'écrit. Et là, particulièrement, tout ce que lui-même dit sur l'art, c'est moi qui le dis. Mmh. Alors, justement, à propos d'art, évidemment, on ne peut être que frappé par rapport aux scrupules qu'il a à frayer avec cette espèce d'individu, donc ces trafiquants d'art. Et donc, jusqu'à présent, il a refusé de faire de faux certificats d'authenticité, etc. Mais il avoue, mais il m'est arrivé tout de même d'accepter de servir d'intermédiaire pour la vente d'œuvres en dehors des canaux strictement légaux, ce qui explique que je fus appelé à me rendre en Irak. Et il dit que jusque-là, au moins, ce n'était que pour servir des causes justes et généralement désespérées. On pourrait ici croire que je tente de justifier des actes que ma conscience me reproche. Or, au contraire, je suis plutôt fier d'avoir agi de la sorte. J'ai permis la vente de plusieurs statues ourites pour le compte d'un groupe armé kurde, d'une série de magnifiques tanagras pour un chef afghan luttant seul contre les talibans dans sa région du nord-est de l'Afghanistan, et quelques mois avant mon départ pour l'Irak, de 2 panneaux de mosaïque pour le compte d'une organisation proche de l'armée syrienne libre au nord d'Alep. Et là, je voudrais, évidemment, avec l'Afghanistan et qui revient en boomerang, savoir quel est votre intérêt, votre sensibilité, justement, à ce patrimoine artistique et que vous mettez là directement en relation avec des justes causes. Comme beaucoup de gens, je suis passionné d'art en général. Maintenant, si je dois réfléchir, je n'ai même pas besoin d'y réfléchir. Moi, ma passion réelle, c'est la peinture italienne du XVIIe siècle, du XVIe et XVIIe siècle. Il m'était difficile de situer ça en Irak. Je ne vois pas très bien ce qu'un tableau de Titien aurait été fait en Irak. Encore on peut toujours trouver. Mais j'ai aussi je me suis beaucoup intéressé, et d'ailleurs, c'est plus qu'un intérêt, c'est une vraie passion aussi pour l'art oriental, mais pas l'art oriental nécessairement antique, mais l'art oriental qui est le reflet des mélanges et des relations entre les diverses cultures qui ont passé en Orient. Et quand, par exemple, dans l'extrait que vous avez cité, je parle des tanagras. Les tanagras, ce sont des petites sculptures d'origine hellénistique, dont on a retrouvé des exemples en Afghanistan, ce qui est très 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 loin. Et je trouve que la présence grecque en Afghanistan a donné lieu à un art syncrétique comme ça, dans lequel se mélange le bouddhisme et l'art hellénistique. Et ça, ce sont des choses que je trouve absolument merveilleuses. Et les découvrir donc le fait qu'à un moment donné de l'histoire, toutes ces populations très complexes et très éloignées les unes des autres sont entrées en contact, me cause la même émotion esthétique que de voir l'œuvre elle-même. Donc penser à son origine est aussi fort émotionnellement que que n'importe quel beau tableau de l'art européen, par exemple. Et vous avez pour cela, pour cette proximité, une documentation, presque un professionnalisme, parce que vous citez donc les relations de votre expert avec le British Museum, avec Sotheby's, avec le Louvre. On a l'impression que vous connaissez ces milieux par cœur. Alors ça, c'est le romancier qui s'est fait faire des dossiers, qui a une documentaliste, qui prend des notes. Comment vous travaillez ? Absolument rien. Rien de tout ça. Et parce que non, rien de tout ça. Mais en fait, j'aime ça depuis très longtemps. C'est-à-dire que c'est tout ce qui est dans mes livres ou qui paraît être de la documentation est en fait le résultat d'une curiosité que j'ai eue depuis que je suis gamin, en fait. Pour toutes ces questions, il y a l'art et l'histoire, en fait, 2 choses qui m'ont toujours passionné, et puis la littérature, bien entendu, et que j'ai emmagasiné. Et tout ça reste comme ça en dépôt quelque part en moi.
Et le moment venu, je l'utilise, en fait. Donc il y a une espèce de réservoir de savoir que j'ai acquis par ma curiosité, mes intérêts personnels, et à un moment donné, j'utilise tout ça. Alors, je me suis pendant longtemps intéressé aux questions de vente d'art, etc. J'étais abonné, par exemple, à la Gazette de l'Hôtel Drouot. Et là, évidemment, ça vous donne des idées incroyables sur la manière avec laquelle tout ça fonctionne. Mais ça, il y a très longtemps, je ne pensais même pas écrire un jour un livre comme celui-là. Et puis ça arrive, et j'utilise toutes ces données, toutes ces choses-là. Et puis, évidemment, j'invente, je fabrique parfois des choses. Ce que je ne me permets pas, c'est de dire n'importe quoi et puis de laisser aller. Je vérifie toujours, ou alors je demande l'avis, mais après coup, pour que les spécialistes valident ce que j'ai écrit. Alors c'est toujours très risqué parce qu'un jour je risque de tomber sur quelqu'un qui me dit que tout ce qu'a écrit est faux. Et là, ce serait bien embêtant. Jusqu'à aujourd'hui, tout ce que j'ai écrit était approximativement acceptable. Et là, tout récemment, une archéologue importante de Beyrouth qui dirige un musée archéologique de l'université américaine a lu le livre et m'a dit mais c'est pas possible. C'est comme si tu parlais de moi en parlant de l'archéologue, mais en même temps, d'où est-ce que tu sais toutes ces choses? Alors je lui ai répondu la même chose que je viens de vous répondre. D'accord. Alors, par ailleurs, votre œuvre, en général, navigue justement dans différentes époques historiques. Ça, c'est une première caractéristique. Et puis, elle balance entre l'aventure, l'errance, le voyage, et puis l'inscription très forte dans un lieu qui est souvent familial, souvent une maison, bref, un ancrage. Et comment s'explique ce mouvement de balancier, soit entre les livres, soit à l'intérieur même de vos livres? Est-ce que c'est lié à votre biographie ou... Je ne sais pas, non, peut-être pas ou alors ma biographie au sens plus généalogique, historique, c'est parce qu'effectivement, mes deux grands-pères ont dû partir. L'un d'entre eux, surtout, a été effectivement un émigré errant, d'une certaine manière. Il y a ça, et il y a aussi peut-être aussi quelque chose lié à une sorte d'identité libanaise qui est toujours qui est déchirée entre le fait de rester sur un lieu, dans une sorte d'ancrage, de construire une maison, la maison étant évidemment le symbole de la réussite, ou pas en tout cas, mais de l'appartenance à une famille au sens très large du terme, comme on l'emploie en Méditerranée, une sorte de clan. Et la nécessité, pour pouvoir vivre aussi, de partir. L'émigration fait partie de l'histoire du Liban. Donc l'histoire libanaise est faite d'errance et d'ancrage. Ma famille a vécu cette double expérience. Mais par ailleurs, les deux m'intéressent aussi. Alors, peut-être que c'est pour ça que ça m'intéresse. Mais indépendamment de ça, je suis fasciné par deux aspects de la vie de l'humain. Sa capacité, l'envie de cultiver la terre, d'avoir des terres autour de soi, en fait. D'être au milieu d'un territoire qui nous appartient. Et l'errance, le fait d'aller découvrir des paysages fabuleux, etc. Et dans les deux cas, je pense que ceux qui aiment rester ou ceux qui aiment partir sont des contemplatifs. Parce que souvent on dit que les aventuriers sont des aventuriers et qu'on les oppose aux gens qui restent et qui contemplent. Moi, je pense qu'un aventurier est surtout quelqu'un qui cherche à contempler plus que celui qui reste à sa place. Donc, tous les deux sont des contemplatifs. Mais donc, les deux aspects m'intéressent, m'ont toujours passionné. Et sans doute que j'ai mis tout cela aussi beaucoup sur le compte d'un livre qui m'a toujours beaucoup impressionné, fasciné, et qui possède en lui, qui explore ces deux aspects, c'est l'Odyssée d'Homère. L'Odyssée d'Homère, dont on dit souvent, c'est le livre des aventures d'Ulysse. Effectivement, ce sont les aventures d'Ulysse. Moi, je pense que c'est aussi, sinon plus, l'histoire de Pénélope et de sa maison. Donc, c'est davantage l'histoire de la maison d'Ulysse, vers laquelle Ulysse revient. Et donc, l'Odyssée met en scène l'errant qui revient. Et peut-être qu'en définitive, dans mes livres, s'il y a le fait de rester et le fait d'errer, ce qui est la jonction des deux, et qui est le thème principal du livre, c'est le retour, en fait. C'est les gens qui partent et qui espèrent rentrer chez eux, comme Ulysse l'a fait. Alors là, pour ce qui est du contexte géopolitique, vous allez, comme je disais, dans différentes époques historiques. Là, on est vraiment dans la proche actualité. On est au printemps 2014, au nord de l'Irak, et la bataille de Mossoul va avoir lieu, qui débutera le 6 juin 2014. Et on sait, ou je rappelle, que cette offensive de l'État islamique en Irak a été alliée à des tribus et des groupes armés sunnites contre la ville de Mossoul. Et cette complexité, elle est vraiment dans votre livre, puisque justement le commanditaire, le général en question, est un chef de tribu. Et là, on va très loin dans la situation familiale de cet homme, pour comprendre aussi les enjeux géopolitiques. Alors,
Est-ce que vous avez... enfin, je veux dire, par où avez-vous pris ce contexte géopolitique? Est-ce que c'est justement les motifs religieux? Est-ce que c'est voilà, l'État islamique sur lequel vous aviez envie d'écrire et le danger? Est-ce que... Voilà. Par où êtes-vous entré dans ce livre? Surtout, en tout cas, certainement pas par l'État islamique, parce que ces gens-là ne m'intéressent absolument pas, sauf qu'ils me font peur comme ils ont fait peur à la planète entière. Et continue d'ailleurs, oui, absolument. Non, c'est des gens que je ne supporte pas, ni de près ni de loin. D'ailleurs, il n'y a pas un seul... enfin, il peut y avoir allusion forcément à l'État islamique dans le livre, puisqu'il y a à un moment donné un soupçon de, comme vous l'aviez dit, de relation entre le général dont je parle et l'État islamique. Mais ces gens-là ne m'intéressent pas, sauf qu'ils m'interpellent en ce sens qu'ils ont failli à un moment donné foutre la planète en l'air, en fait. Pardon pour le mot foutre, mais ils ont réellement mis en péril l'ensemble de l'humanité parce que ça, les gens s'en rappellent plus, on oublie vite. Mais en juin, et puis surtout en août 2014, lorsque l'État islamique s'en est pris aux diverses minorités et on sentait que ce groupe absolument ravageur allait conquérir l'Irak et même voir la Syrie, on s'est dit que cela allait vraiment aboutir à une catastrophe planétaire pour la simple raison que, d'abord, ce serait catastrophique pour l'ensemble de la géopolitique moyen-orientale, mais que cela entraînerait aussi toute la Méditerranée dans le chaos. Ça allait pousser des millions d'hommes à se déplacer, et les déplacements de population allaient évidemment à se faire en direction de l'Ouest, donc de l'Europe. Et ces populations arrivant en Europe allaient évidemment faire peur, ça allait faire le jeu des démagogues, et donc mettre en péril les démocraties occidentales s'effondrant. C'est le monde entier qui partait. Donc pour moi, ce moment-là et ce groupe État islamique on était vraiment à un moment où l'humanité a failli être aspirée par ça tout entière. Et c'est ça qui m'intéressait. C'est le moment où on s'est trouvé dans un moment de basculement, parce qu'en réalité, la plupart de mes livres racontent des moments de transition, de passage. Et là, on était vraiment dans un moment de passage, pas seulement d'un pays, d'une communauté qui passe d'un État à l'autre, d'une histoire à une autre, d'une période à une autre, mais vraiment, c'est toute l'humanité qui a failli vraiment passer de l'autre côté du chaos. Et c'est ça qui m'intéressait, en fait, c'est ça. Et du coup, évidemment, j'ai dû placer ça dans un environnement. Et cet environnement, il m'a, une fois de plus, toujours intéressé. J'ai beaucoup lu sur les questions tribales, sur les relations familiales dans le monde arabe. Et tout ça m'a servi pour construire ce propos sur l'énorme danger que la planète a connu en juin 2014. Et qui, en quelque sorte, revient aujourd'hui. J'allais dire en concentré, mais ce que vous décrivez, c'est un peu ce qu'on Ça n'arrête pas, ça n'a pas arrêté depuis. Ouais. D'ailleurs, à un moment donné, je me suis même posé la question de est-ce que je n'allais pas plutôt situer cette histoire en Afghanistan, mais enfin l'Afghanistan restait un peu plus compliqué pour moi. Mais ce qui se passe aujourd'hui en Afghanistan, bon, je pense qu'aujourd'hui en Afghanistan, on a circonscrit le problème puisqu'on a dit aux talibans, écoutez, faites ce que vous voulez chez vous, mais ne débordez pas. Et je pense qu'ils ont compris la leçon. Donc ça va, mais sinon, la première fois que les talibans ont agi en dehors de chez eux, ça a été le 11 septembre. Et aussi, ça a failli emmener l'humanité dans des dalles du chaos. Alors, justement, vous parlez de la fin de la démocratie qui est en jeu, justement, dans cette débâcle qui aurait pu toucher toute l'humanité. Et là, il y a des réflexions extrêmement sombres, hein, et vous insistez sur plusieurs gestes qui auraient pu justement faire basculer l'histoire dans un sens ou dans un autre. Alors revenez un peu sur l'histoire de Strauss-Kahn, par exemple, qui est assez étonnante dans ce livre. Alors, et puis il y a d'autres exemples comme ça où finalement on a l'impression que ça se joue à un petit hasard et que tout. Alors, comment vous... Il me semble effectivement que l'histoire que l'on voit, que l'on lit toujours comme étant une espèce de récit très clair qui est très cohérent, surtout depuis le commencement de l'histoire, c'est 3000 ans avant Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui, tous les faits se succèdent de manière assez cohérente, avec on explique tous les faits, et tout cela nous paraît tout à fait clair. Il me semble que c'est pour une raison très simple, c'est que l'histoire est écrite en permanence par des historiens, et qui, au milieu du chaos de l'histoire, des significations de ce qui s'est produit, mettent de l'ordre. Et en mettant de l'ordre, finalement, ils écrivent un grand récit qui est plus un roman, en fait. Donc les historiens sont de grands romanciers, qui, en mettant de l'ordre dans le chaos de l'histoire, rendent l'histoire compréhensible, claire et lisible. Or, à mon avis, tout ça n'est pas du tout lisible, sauf si on le regarde après et qu'on le met dans un ordre que l'on veut. L'ordre que l'historien veut, il le met et il donne à l'histoire un sens. Or, l'histoire part dans tous les sens.
Et je crois que l'histoire est faite de grands tâtonnements, de hasards, d'événements qui arrivent parce que, je ne sais pas moi, un chef a eu mal à la tête, a eu des aigreurs à l'estomac, qu'il a perdu quelqu'un dans sa famille qui était fâché le jour où il a dû prendre une grande décision. Et chaque petit événement comme ça, absolument imperceptible, fait aller l'histoire dans une direction qu'elle aurait pu ne pas prendre si un chef ou une circonstance aurait été tout imperceptiblement autre. Et ça, c'est évidemment, moi je suis un grand lecteur de Leibniz, et à toute cette histoire des possibles. Il y a un nombre considérable de possibles que l'humanité aurait pu vivre et qui aurait fait que notre histoire aurait été totalement différente. Alors je prends l'exemple de Strauss-Kahn, évidemment, mais j'ai aussi un exemple qui m'est très cher, c'est la mort d'Alexandre le Grand, parce que je pense que cette espèce de bactérie qui a fait mourir Alexandre le Grand, qui se posait dans son fromage ou dans ce vin qu'il buvait, là, si elle n'était pas là, cette bactérie minuscule, je pense que l'humanité n'en serait pas là aujourd'hui, pour des raisons tout à fait compréhensibles. C'est que si Alexandre n'était pas mort, son empire n'aurait pas été aussi vite détruit, et si l'empire d'Alexandre avait survécu, l'empire romain ne serait pas né, et si l'empire romain n'était pas né, je pense que le christianisme ne se serait pas répandu si facilement, parce que le christianisme s'est répandu parce que l'empire romain avait homogénéisé la Méditerranée, et si le christianisme n'était pas né, l'islam non plus ne serait pas né, et le monde serait radicalement différent aujourd'hui. Donc minuscule bactérie dans un verre de vin que boit un conquérant à Persépolis au IVe siècle avant Jésus-Christ influe sur notre présent. Ben, Strauss-Kahn, c'est la même chose. Moi, j'ai toujours pensé que si, effectivement, ce qui est arrivé est bien arrivé, comme on nous l'a raconté, si cette femme de chambre n'était pas entrée dans la chambre de Strauss-Kahn, si simplement elle s'était aperçue qu'il y avait une serviette qui manquait, ou si une copine à elle lui avait dit, je ne sais pas, moi, tu peux me passer le savon, elle ne serait pas rentrée au moment où Strauss-Kahn sortait de sa salle de bain. Il n'y aurait pas eu ce drame-là. Strauss-Kahn aurait peut-être été président de la République et il est très possible que les choses auraient été très différentes en Europe et dans le monde. Bon, on entend là le romancier qui dit pourtant, page 158, le sens de l'histoire, le sens de l'art dont nous avons besoin pour ne pas mourir, à savoir que tout n'est que chaos sans signification, sans logique et sans but. Pour ne pas mourir de la vérité. C'est ce que je dis. C'est une phrase de Nietzsche. Nietzsche dit nous avons besoin de l'art pour ne pas mourir de la vérité. Moi, je dis qu'on a besoin de l'histoire pour ne pas mourir de la vérité parce que, comme je le disais tout à l'heure, l'histoire, c'est un grand récit fabriqué par les historiens et qui met de l'ordre dans tout ce qui est arrivé dans l'humanité et qui était finalement le résultat de l'action d'incompétents, de fous ou du hasard. Et donc, les historiens mettent du sens, et quand on relit l'histoire, on la trouve signifiante, en tout cas, on sent qu'elle va quelque part, et du coup, ça nous rassure sur notre présent et notre avenir. Sans quoi, si les historiens n'arrêtaient pas de nous dire tout ça, c'est que du hasard, c'est que du chaos, ce serait insupportable à vivre. Et c'est pour ça que je dis que nous avons besoin de l'histoire, comme de l'art, pour ne pas mourir de la vérité. Alors, je ne résiste pas à vous poser une petite question annexe. Qui est justement cette relecture de l'histoire aujourd'hui qui consiste avec les valeurs qui sont les nôtres, les progrès, si on peut considérer que la reconnaissance des minorités est un progrès, fait que certains ont tendance à détruire des statues ou à renommer des œuvres ou parce que on ne parle plus comme ça. Qu'est-ce que vous pensez de ce... Moi, je trouve que c'est déplorable. C'est déplorable pour une raison simple, c'est que ce qui ne va pas du tout en Orient, par exemple, aujourd'hui, je pense dans le monde islamique, c'est parce que le présent est encore très très fortement sous l'influence du passé. Et qu'on n'arrête pas de vivre le présent sous les injonctions du passé. Je pense que ce qu'ont fait les grandes démocraties occidentales, ce qu'a fait l'Occident, c'est précisément de mettre un terme à ce rapport, à cette influence pernicieuse du passé sur le présent, à mettre un terme au passé en décidant que l'histoire était celle-là. Bon, que ce soit des récits, que ce soit la vérité, mais l'histoire, on l'a lue, on a décidé qu'elle était ce qu'elle était, et maintenant on gère le présent. Recommencer à lire le passé et se mettre à faire en sorte que le passé se mette à influencer notre présent, c'est rouvrir des discussions absolument inutiles, alors qu'en réalité, je pense que tout ce qui se produit, l'esclavage ou toutes ces questions dont on parle aujourd'hui, le grand génocide des Indiens d'Amérique, ça a eu lieu. C'est pas en cassant des statues que ça cessera d'avoir lieu. Je pense que ce qui s'est passé, ça fait partie de nos gènes. Parfois, elles sont terriblement détestables, mais elles ont été. Il faut les garder et les regarder en face, plutôt que de passer son temps à vouloir tout changer dans la perspective de ce qui aujourd'hui nous apparaît comme une vérité, alors qu'il y a 100 ans, ce ne l'était pas. Et je pense que l'influence du passé sur le présent et le fait de vouloir aujourd'hui encore relire le passé à la lumière de ce qui nous paraît aujourd'hui comme une vérité, n'est pas une bonne chose. Au contraire, ça ranime les animosités
Et ça menace une fois de plus les équilibres auxquels la démocratie est parvenue. Et ça, pour un oriental, pour quelqu'un qui n'est pas d'Occident, qui regarde l'Occident comme un lieu où, grâce à la démocratie, le monde est viable, voir que des gens en permanence, pas seulement les gens qui remettent en question les vieux récits, mais aussi les démagogues, mettent en péril la démocratie, ça nous fait très mal, parce que la démocratie, il me semble aujourd'hui, c'est la chose qui rend le monde viable. Et le monde est viable dans les pays démocratiques, c'est-à-dire en Occident. Et quand, en dehors de l'Occident, on regarde l'Occident jouer à courir vers le suicide, et donc à la destruction de ce qu'il a fait de plus beau, c'est-à-dire la démocratie, c'est quelque chose de terrible. Donc on ne change pas le récit. Non, il ne faut pas changer le récit, il a été fait une fois pour toutes. Alors, revenons à votre oasis, parce que finalement, l'oasis, elle aurait pu elle aurait pu se trouver au Liban. Elle aurait pu. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de la situer en Irak? C'est pour le contraste entre cette violence-là et le. J'avais besoin d'un lieu qui soit un lieu hors du temps, hors de la géographie, en fait, qui serait un peu l'image de ce qu'on imagine être le paradis. Parce que le paradis, c'est finalement un lieu où le temps ne passe pas et où il ne se passe rien. Donc l'histoire n'a pas d'effet. Donc un lieu qui soit un petit peu l'image du paradis. D'ailleurs, le paradis est un des thèmes du livre, puisque ce fameux général un peu toqué veut reconstituer ce qu'était le paradis. Puisqu'on n'arrête pas de raconter que le paradis de la Bible a été inspiré par les paysages qui étaient là à ce moment, il y a 3 ou 4 000 ans, alors qu'il n'y a plus que du désert aujourd'hui. Donc j'avais besoin d'un lieu comme ça, extrêmement hors du temps et de l'histoire et de la géographie, mais qui sont environnés de périls terrifiants et de périls qui aussi risquaient de faire basculer le monde dans autre chose. Et ça ne pouvait marcher que dans des pays comme l'Irak. À ce moment-là, le Liban reste encore un pays où ces grandes oppositions n'ont pas vraiment cours. Alors justement, cette oasis donne lieu à des pages où on sent, où on ressent même de manière organique cette ambiance, aussi ces conversations entre le capitaine Amin et le narrateur, la beauté des paysages, on a l'impression que cette contemplation et cette réflexion qui s'ensuit sur le devenir du monde, ça pourrait être une métaphore de la littérature, enfin le retrait comme ça qui permet de. Est-ce que c'est un peu ça ou Oui, c'est-à-dire que le personnage réfléchit à lui, au devenir du monde et à ses propres sentiments aussi, dans un lieu précisément qui lui offre la possibilité de le faire. C'est un lieu immobile. C'est dans l'immobilité qu'on se met à penser. Dans l'action, on ne pense plus. On est pris par ce qui se passe. Et donc, c'est précisément dans ces moments-là d'extrême calme que l'on peut réfléchir à notre être au monde. Et c'est ce qu'il fait. Et finalement, la littérature, c'est ça aussi, réfléchir à notre existence, au sens de cette existence et aussi à notre présence dans le monde. Mmh. Bon, il y a aussi le confinement pour rester immobile, mais bon, c'est un autre... Mais ça arrive à la fin, effectivement, ça fait écho. Voilà. Alors, ceux qui connaissent un peu vos livres, Sharif Majalani retrouve comme ça des allusions. Alors, justement, à la fin, votre expert veut acheter des terres dans la montagne, et c'était la même situation que, là, on peut dire que vous, puisque vous avez dit jeu sans voile dans le récit de votre journal l'an dernier. Donc, il y a aussi une autre allusion à votre héros, au héros du roman Des vies possibles, on était aussi dans le monde de l'art, puisqu'il s'agissait de Raphaël, je cherche... Voilà, merci, j'avais pas noté son nom. Et donc là, on se trouvait au début du XVIIe, donc dans votre époque chérie. Et il était aussi originaire de la montagne libanaise, donc il y a comme ça des montagnes, terrasses, des espèces de... Oui, c'est aussi quelque chose de très ludique, mais en même temps, ça permet de lier les livres les uns avec les autres, et aussi de donner, comme on le disait au début d'ailleurs, avec cette histoire de personnage sur sa terrasse qui à un moment donné veut acheter un terrain, mais c'est moi réellement dans le journal de Beyrouth 2020. Et donc ça crée une espèce de léger déplacement de la fiction vers le réel, du réel vers une autre fiction qui était un livre d'avant. Tout ça, c'est des jeux avec lesquels on s'amuse quand on écrit, mais aussi
on l'espère, hein, toujours, l'écrivain espère des choses, que tout cela crée une véritable homogénéité à l'ensemble de l'œuvre. Il lit les livres les uns aux autres et donne à l'ensemble de l'œuvre, si j'ose dire, une plus grande cohérence, une plus grande crédibilité. Et donc justement, il y a les vies possibles au pluriel, qui était le titre de ce roman. Aujourd'hui, si je prends le titre de celui-là, qui est Dernière Oasis, où la trouver aujourd'hui ? Aujourd'hui. L'Oasis. Ouais. On peut la trouver dans tous les lieux. Je pense que chacun d'entre nous, je crois, cherche, sauf les gens qui ont des angoisses de la solitude ou de l'éloignement, chacun d'entre nous cherche un lieu où il puisse, comme on dit, entre guillemets, se poser. Et je pense que c'est un endroit où plus rien ne bouge, quoi. Je pense que plus rien ne bouge pour un moment, ne serait-ce que pour un moment, pour une semaine, pour un week-end, où soudain les montagnes sont là, on peut voir on peut voir le ciel, on peut voir les constellations au-dessus de la tête. Le nombre de gens qui cherchent un moment et un lieu où toute leur vie quotidienne, tout ce qui se bouscule dans nos vies et toute l'histoire, les événements autour de nous sont mis à distance. Et je pense que ça, c'est l'oasis. Donc chacun peut la trouver quelque part. Et mon personnage l'a trouvée en Irak par hasard. Moi, je la trouve dans ma montagne libanaise. Mais n'importe qui peut la trouver, je pense, en Provence ou dans le centre de la France, c'est évident. Ou bien sur un bateau au large, hein, ou sur une île. On la cherche tous, on en a tous besoin. Et je pense que c'est parce qu'on a tous besoin à un moment donné de suspendre la marche du temps et de la violence de l'histoire qui nous emmène et qui nous emporte en permanence. Est-ce que le fait d'avoir travaillé étudiant sur Artaud explique quelque chose de votre œuvre ? Je me suis toujours demandé, mais je ne pense pas, à part peut-être une forme peut-être de construction de phrases, de style. Je pense qu'il y a quelque chose d'une musique de tous les écrivains qu'on a lus. Tous les écrivains qu'on a lus nous imbibent de leur prosodie, en fait, puisque de leur thème, de leur prosodie. Et je sais quels sont les écrivains qui ont beaucoup influencé le rythme de ma phrase. Et je me demande si Artaud n'a pas eu cet effet-là, précisément, d'influencer un peu un certain sens du rythme, un certain sens du paroxysme dans une phrase, puis sa retombée. Mais sinon, je m'étais intéressé à Artaud pour des questions liées à la subjectivité du corps, des trucs que j'ai réglés en finissant cette thèse, en fait. Et une fois que c'était réglé, j'en en ai plus parlé, je crois, à moins que... Et pour finir, vous parliez de la difficulté d'écrire de la fiction, donc dans une période de crise aussi forte qu'autour de cette explosion de Beyrouth et du port de Beyrouth. Et je voulais savoir quel est dans l'autre partie de votre vie le rôle de transmission à des étudiants. Qu'est-ce que vous leur dites en leur enseignant la littérature ? Qui sont ces jeunes Libanais que vous avez face à vous ? Et dans quelle mesure croient-ils ou misent-ils sur la littérature ? Comme dans toutes les facultés de lettres, je pense qu'on a deux sortes de publics. On a le public qui cherche à travers la littérature un métier, quoi. Donc ils prennent ces études-là pour des études professionnalisantes. Mais il y a toujours une grande partie, la moitié on va dire, qui aime la littérature, tout simplement, qui aime la littérature, l'art, qui a envie d'écrire. Et ceux-là, ce sont évidemment les plus intéressants généralement. Et à ceux-là, ce que j'essaie de transmettre, mais ils le savent déjà sans le formuler aussi clairement, puisqu'ils aiment la littérature déjà, c'est que la littérature, c'est ce qui permet de donner du sens d'abord au monde, c'est ce qui met de l'ordre dans le monde, qui donne une cohérence aux choses, et qui permet de donner du sens à nos vies, ne serait-ce qu'en y mettant de l'ordre en les écrivant, par exemple. Et ça permet aussi d'élucider, hein, c'est un instrument d'élucidation, de compréhension, et ça procure des émotions esthétiques et des émotions en permanence. Et c'est ce que j'essaie de leur montrer, et de leur montrer que c'est fondamental avec la philosophie, parce que sans littérature et sans philosophie, je pense que nos sociétés vont vraiment au désastre, parce qu'elles ne sont plus que techniques et technologiques. Bon ben voilà un appel pour retourner à la lecture tout de suite, et de votre livre Dernière Oasis, Sharif Majalani, qui vient de paraître aux éditions Actes Sud. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup à vous, pour, c'était super.